Après avoir hérité de 150 millions de dollars, j'ai fait semblant d'être fauché. Ma mère a dit qu'elle était trop occupée, et mon frère a ri. Je les ai invités à dîner et j'ai calmement demandé, « Alors, qu'est-ce que ça fait d'être déshérité par le perdant que vous avez abandonné ?» Leurs mâchoires sont tombées. L'appel est arrivé un mardi, un jour si implacablement ordinaire que son souvenir me semble maintenant une fabrication. J'étais dans le bourdonnement silencieux de la bibliothèque du Community College, entouré de l'odeur familière du papier vieillissant et de la cire à parquet. Mon monde était celui des classifications décimales de Dewey et du doux tampon rythmé des dates d'échéance. J'étais une créature de l'ordre, d'une prévisibilité tranquille. Ma vie était une collection méticuleusement cataloguée d'attentes modestes et de déceptions gérables. À 34 ans, j'avais un petit appartement, une voiture raisonnable et un profond sentiment d'être tout à fait invisiblement moyenne. Le téléphone a vibré contre une pile de manuels retournés, une intrusion discordante dans le sanctuaire silencieux que je cultivais. Le numéro venait d'un autre État, un indicatif régional inconnu que mon esprit a immédiatement signalé comme une probable arnaque. J'ai failli l'ignorer, mais une impulsion étrange et inhabituelle m'a fait répondre. « Est-ce bien madame à l'avance ?» demanda une voix d'homme. C'était un ton sec, formel, le genre qui portait le poids des documents juridiques et des nouvelles sérieuses. « C'est elle ?» ai-je répondu, ma voix un murmure de bibliothécaire. « Madame Advance. Je m'appelle Samuel Peterson. Je suis avocat au cabinet Peterson Crowe & Associates. J'appelle concernant la succession de votre grand-oncle, Monsieur Arthur Vance. » Le nom a atterri avec un bruit sourd dans ma mémoire. Arthur Vance. C'était un fantôme, un nom mentionné à voix basse lors des réunions de famille des années auparavant, toujours décrit comme reclus ou excentrique. Je ne l'avais rencontré qu'une seule fois lors d'une réunion de famille quand j'avais 6 ans. Mon seul souvenir était celui d'un grand homme mince aux yeux gentils qui m'avait donné $1 en argent et m'avait dit d'investir dans la curiosité. Je ne l'avais ni vu ni entendu depuis. « Je suis désolé », ai-je dit, les sourcils froncés. « Je crois qu'il est décédé. » « Oui, c'est exact. »« Il est décédé il y a un peu plus d'une semaine », a confirmé M. Peterson. « Nous avons essayé de vous localiser, Madame Vance. Mes excuses pour la franchise de cet appel, mais le testament de M. Advance a été exécuté. Il vous a nommé unique bénéficiaire de l'ensemble de sa succession. » Je me suis appuyé contre une étagère, les dos des classiques de la littérature pressant contre mon dos. L'unique bénéficiaire ? Je ne comprends pas. Nous n'étions pas proches. Je le connaissais à peine. C'est peut-être le cas, mais ses instructions étaient sans équivoque, continua l'avocat, sa voix inébranlable. Il était assez précis. Tout doit vous revenir. J'ai laissé échapper un petit rire nerveux. D'accord. Eh bien, merci de me l'avoir fait savoir. Je suppose qu'il y a des papiers que je dois signer pour ça. Sa collection de livres ou quoi que ce soit qu'il ait laissé. J'imaginais une vieille maison remplie d'antiquités poussiéreuses et peut-être quelques milliers de dollars sur un compte d'épargne. C'était un geste aimable d'un fantôme, rien de plus. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, un silence si profond qu'il ressemblait à un vide. Puis M. Peterson s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Vance, dit-il, et son ton avait changé. Il n'était plus seulement formel. Il était prudent, comme s'il manipulait quelque chose de fragile. Je ne pense pas que vous saisissiez bien l'ampleur de la situation. Arthur Vance n'était pas seulement un collectionneur de livres. C'était un investisseur remarquablement avisé. Il était le fondateur et l'associé silencieux de plusieurs grandes startups technologiques au cours des 4 dernières décennies. Mon cœur a commencé un battement lent et lourd contre mes côtes. La bibliothèque, mon sanctuaire de calme, m'a soudain semblé sans air. La succession, dit M. Peterson en allongeant les mots, après que tous les impôts et droits aient été pris en compte, a été évaluée à environ 157 millions de dollars. Le chiffre n'a pas fait tilt. C'était une abstraction, une chaîne de sons sans lien avec ma réalité d'avis de retard et de réunions budgétaires. 157 millions. J'ai pensé à ma liste de courses, aux 75 centimes que j'avais économisés en utilisant un coupon sur du dentifrice ce matin-là. Le contraste était si absurde, si violemment discordant que j'ai senti une vague de vertige m'envahir. « Mademoiselle Vance, êtes-vous toujours là ?»« Oui » ai-je respiré, ma voix à peine audible. « Je suis là. Nous aurons, bien sûr, besoin que vous veniez à nos bureaux de Seattle pour commencer le processus.
Nous avons organisé un voyage en première classe et un hébergement. Mon assistante vous contactera pour coordonner les détails. L'appel s'est terminé. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, ma main tremblant si fort que je pouvais à peine le gérer. Je suis resté là, figé entre les étagères d'histoire et de fiction, me sentant comme si je venais de devenir un personnage d'un livre que je n'aurais jamais choisi de lire. Le chiffre résonnait dans ma tête, un mantra insensé, 157 millions. Pendant un instant, j'ai ressenti une vague d'euphorie, une vision vertigineuse d'une vie sans souci. Je pourrais démissionner. Je pourrais voyager. Je pourrais acheter une maison sans plomberie douteuse et murs en papier. Mais l'euphorie a été rapidement étouffée par un sentiment profond et troublant de dislocation. Ce n'était pas mon argent. Je ne l'avais pas gagné. C'était une erreur cosmique, une faute de frappe dans le grand livre de l'univers. Mes pensées se sont immédiatement tournées vers ma famille. Ma mère Hélène et mon frère Marc. Que diraient-ils? Je pouvais déjà imaginer leur visage, leur choc se transformant rapidement en une jubilation possessive. Ils verraient l'argent non pas comme le mien, mais comme le nôtre. Leur amour, toujours si conditionnel, si dépendant de ce que je pouvais leur offrir. Un trajet à l'aéroport, un prêt de dernière minute de $50, une oreille attentive pour leurs drames auto-infligés sans fin deviendrait soudain absolu. Un œuf froid et dur s'est formé dans mon estomac. Pendant des années, j'avais été la responsable, l'encre silencieuse dans leur vie chaotique. J'étais celle qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de quelque chose et celle qu'ils oubliaient quand ils n'en avaient pas besoin. Ils aimaient l'idée de moi, la commodité de moi, mais je n'étais pas sûr qu'ils m'aimaient vraiment. Et à ce moment-là, debout dans la bibliothèque silencieuse, une idée radicale et dangereuse a commencé à se former. Et si je ne leur disais pas? Et si, avant que ce raz-de-marée de richesse n'efface toute la vérité que je pensais connaître, je pouvais découvrir ce qui était réel? Avant de devenir une Vance, l'héritière, j'avais besoin de savoir une fois pour toutes qui considérait Vance, la bibliothécaire, comme ayant une quelconque valeur. L'héritage était un chiffre stupéfiant. Mais le vrai mystère, celui que j'avais soudainement besoin de résoudre, était la valeur de ma propre famille. La trahison que je craignais n'était pas une question d'argent. C'était une pauvreté du cœur que j'avais longtemps soupçonnée, mais que je n'avais jamais osé confirmer. Les jours qui ont suivi l'appel de l'avocat ont été un brouillard de panique sourde et de logistique surréaliste. J'ai pris une semaine de congé maladie de la bibliothèque, prétextant une grippe soudaine et grave. J'avais effectivement la tête qui battait, mais ce n'était pas à cause d'un virus. C'était à cause du poids du secret que je portais. Les avocats de la succession étaient incroyablement efficaces. Des billets d'avion et des confirmations d'hôtel sont apparus dans mon email, le tout sous le couvert d'une discrétion professionnelle. J'avais l'impression de vivre une double vie. Le jour, j'étais la même, mangeant des toasts au-dessus de l'évier et triant mon recyclage. Mais dans mon esprit, je naviguais dans un labyrinthe de fiducie, de portefeuilles et de sommes d'argent stupéfiantes. Au cours d'un long appel avec Monsieur Peterson, j'ai fait ma première demande officielle. Je lui ai demandé de garder mon héritage sous la plus stricte confidentialité. Il m'a assuré que c'était la pratique courante. Ma deuxième demande était plus inhabituelle. J'ai demandé s'il était possible de faire en sorte que mon salaire de la bibliothèque soit suspendu sans que mon employeur en connaisse la raison. Il était intrigué mais a convenu que cela pouvait être géré par un service de paie privé qui arrêterait simplement les dépôts directs, faisant passer cela pour une erreur administrative. La scène se mettait en place. Mon plan me semblait à la fois insensé et nécessaire. C'était une expérience simple et douloureuse. J'appellerais ma famille, leur dirais que j'avais perdu mon travail et que j'étais sur le point d'être expulsé. Je me présenterais à mon moment le plus vulnérable et je verrais ce qui se passerait. J'ai commencé par ma mère, Hélène. Sa vie était une performance soigneusement orchestrée de succès de la classe moyenne supérieure, financée en grande partie par le cabinet dentaire de son deuxième mari. Elle dirigeait une boutique de luxe en ville, un travail qui visait davantage à maintenir son statut social qu'à gagner sa vie. J'ai répété mes répliques, le cœur battant d'un mélange d'effroi et d'un sombre sentiment de validation que je savais imminent. J'ai composé son numéro et j'ai pris une profonde inspiration. « Et là, ma chérie ?» a-t-elle répondu, sa voix vive et cassante. Je suis en plein inventaire. Qu'est-ce que c'est? Maman, j'ai de mauvaises nouvelles, ai-je commencé, laissant ma voix se briser un peu. Le collège fait des coupes. Ils m'ont licencié. Il y a eu un temps de silence.
Pas le silence chaleureux et inquiet que je désirais, mais un silence froid et calculateur. Ils t'ont laissé partir comme ça. Eh bien, c'est ce qui arrive dans ces emplois du secteur public. Pas de sécurité. Il n'y a pas eu de « je suis vraiment désolé, ma chérie » ou de « ça va ?» Juste une évaluation critique immédiate. Je ne sais pas ce que je vais faire, ai-je continué, poursuivant avec le script. Mes économies sont presque épuisées et mon loyer est dû la semaine prochaine. Je pourrais être expulsé. Le soupir à l'autre bout du fil était lourd d'impatience. Oh, vraiment? C'est toujours une chose ou une autre. Je suis juste débordé en ce moment à préparer l'automne. Gaïla, tu n'as aucune idée du stress que je subis. Nous devons trouver les centres de table parfaits. Maman, je pourrais être sans abri, ai-je dit, ma voix montant d'une incrédulité sincère face à son insensibilité. Ne sois pas si dramatique, a-t-elle claqué. Tu es pleine de ressources. Tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. Maintenant, je dois y aller. Le traiteur est sur l'autre ligne. On se parlera plus tard. Et sur ce, elle est partie. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté assise sur mon canapé, le récepteur toujours pressé contre mon oreille, une froide torpeur se propageant dans ma poitrine. Trop occupé. Trop occupé avec des centres de table pour s'inquiéter que sa fille soit mise à la rue. La cruauté de la situation était à couper le souffle. Tremblante, je me suis forcé à passer le deuxième appel. Mon frère Marc était un vendeur de premier plan dans une concession de voitures de luxe. Il vivait sa vie dans un crescendo bruyant et tape à accent grave l'œil de commission et de conquête. Toute sa personnalité était construite sur le fondement de son propre succès, et il avait peu de temps pour quiconque qu'il percevait comme un échec. Il a répondu à la deuxième sonnerie, et là, quoi de neuf? Tu dois venir voir les nouveaux modèles. Je pourrais te faire une super offre sur un leasing. Marc, je ne peux pas me permettre un leasing, ai-je dit, la voix plate. J'ai perdu mon travail. Un grand rire a éclaté au téléphone. Pas possible. Sérieusement, la bibliothèque t'a viré. Qu'est-ce que tu as fait? Dire à quelqu'un de se taire trop fort. Il était vraiment amusé. Ce n'est pas drôle, Marc. J'ai de gros problèmes. Je ne peux pas payer mon loyer. Alors, trouve un autre travail, dit-il, le rire s'estompant en un ton de condescendance ennuyée. Bienvenue dans le monde réel. Tu ne peux pas simplement t'asseoir à lire des livres toute la journée et t'attendre à t'en sortir. Écoute, je suis en train de conclure une affaire. Une grosse. Un gars achète un cabriolet pour sa copine étudiante. Tu sais ce que c'est. Alors, tu ne peux pas m'aider? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. T'aider? Comment? Tu veux que je te donne de l'argent? Je travaille pour mon argent, tu devrais essayer un jour. Rappelle-moi quand tu auras repris tes esprits. Il a raccroché. Le silence qui a suivi était plus lourd cette fois. L'indifférence de ma mère était une piqûre familière, mais la moquerie de Marc était une blessure fraîche et profonde. Il ne m'avait pas seulement rejeté. Il avait dansé sur la tombe de mon prétendu échec. Je n'étais rien de plus qu'une blague pour lui. J'ai fixé le mur, le motif du papier peint bon marché semblant tourbillonner devant mes yeux. C'était ça. C'était la vérité que j'avais peur d'affronter. Pour eux, ma valeur était transactionnelle. Quand j'étais stable et autonome, j'étais un personnage secondaire dans leur vie. Dès que j'avais besoin de quelque chose, je devenais une nuisance, un fardeau, une blague. Mais alors que le choc et la douleur initiaux commençaient à s'estomper, quelque chose d'autre a pris leur place, une résolution froide et claire. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'étais un échec. Ils voyaient une bibliothécaire qui avait perdu son petit travail tranquille. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Ils n'avaient aucune idée du pouvoir que je détenais maintenant, un pouvoir qui pouvait remodeler des mondes. Leur rejet n'était pas seulement cruel. C'étaient des erreurs de calcul catastrophiques. Ils avaient oublié une chose cruciale à mon sujet. Les bibliothécaires ne sont pas seulement des gardiens de livres. Nous sommes des gardiens d'information, des maîtres de la recherche et des architectes de l'ordre à partir du chaos. Et j'étais sur le point de construire un nouveau monde à moi. Ils avaient oublié qui j'étais vraiment, et ils allaient bientôt le découvrir. Mon enfance a été une masterclass pour apprendre à être autonome. Ma mère, Hélène,
s'est toujours plus soucié de l'apparence d'une famille heureuse que de sa substance. Notre maison était impeccable. Nos vêtements étaient toujours repassés, et nos photos de famille dépeignaient une unité souriante et brillante qui ressemblait peu à notre réalité quotidienne. L'affection d'Hélène était une monnaie qu'elle distribuait pour des réalisations qui la mettaient en valeur. De bonnes notes, un comportement poli devant ses amis, un récital de piano exécuté sans erreur. C'étaient les choses qui lui valaient un bref sourire chaleureux. Mais les besoins émotionnels, les moments de vulnérabilité où toute déviation de son image parfaite était accueillie avec une froide impatience. Je me souviens d'avoir 8 ans et de rentrer de l'école en larmes parce qu'on s'était moqué de moi. Elle était au téléphone avec une amie pour organiser un dîner. Elle a mis sa main sur le récepteur, a regardé mon visage strié de larmes avec agacement et a dit « Eila, pas maintenant. Va dans ta chambre et reprends-toi. » J'ai appris très tôt que mes sentiments étaient une gêne. Marc, étant 2 ans plus âgé et beaucoup plus extraverti, s'est adapté différemment. Il a appris à jouer la comédie pour son affection. Il était l'athlète vedette, le garçon populaire, celui qui pouvait se frayer un chemin dans ses bonnes grâces. Il a adopté sa vision du monde. Que le succès se mesurait à ce que l'on pouvait acquérir et afficher. Sa première voiture, son premier gros chèque de commission, les marques sur ses vêtements. C'étaient les piliers de son identité. Il voyait mon amour pour les livres et la solitude tranquille non pas comme un trait de personnalité, mais comme un échec d'ambition. « Pourquoi te caches-tu toujours dans un coin avec un livre ?» demandait-il avec un ricanement. Il y a tout un monde à conquérir là-dehors. Pour lui, ma vie était une petite note de bas de page poussiéreuse dans le grand et passionnant roman de la sienne. Notre relation était de proximité, pas de connexion. J'étais celle qui se souvenait de leurs anniversaires et envoyait des cadeaux attentionnés. J'étais celle qui écoutait ma mère se plaindre de ses amis pendant des heures où Marc se vantait de ses derniers chiffres de vente. J'étais leur placard à utilités émotionnelles, toujours là, rarement reconnue et seulement ouverte quand quelque chose était nécessaire. L'héritage n'a pas créé cette dynamique. Il l'a simplement mise en lumière de manière brutalement dure. Leur réaction à ma fausse crise n'était pas surprenante, mais le manque total de toute trace de compassion était ce qui m'a dévasté. Ils n'étaient pas seulement imparfaits, ils étaient vides. Assise dans mon appartement, encore sous le choc de leur rejet, mes pensées ont dérivé vers un autre coin de mon arbre généalogique, vers ma cousine Chlo. Elle était la fille de la sœur de ma mère. Tante Carole s'était mariée jeune et avait déménagé dans une ville rurale à 3 heures au nord. Nous les voyions rarement, généralement seulement lors de réunions de famille obligatoires tous les quelques années. Chloé avait 3 ans de moins que moi, et mes souvenirs d'elle étaient fragmentés mais vifs. Je me souvenais d'une fille calme aux yeux vifs et observateurs et d'un amour féroce pour les animaux. Pendant que Marc et moi étions promenés par notre mère, Chloé était dans le jardin, essayant patiemment d'amadouer un chat errant ou de s'occuper d'un oiseau à l'aile cassée. Hélène avait toujours parlé de la famille de sa sœur avec une sorte de dédain compatissant. « Pauvre Carole », disait-elle après une visite, coincée au milieu de nulle part. « Et ce mari qu'elle a, eh bien, au moins il est bricoleur. » L'ambition de Chloé de devenir technicienne vétérinaire était rejetée comme un travail sale et ingrat. Ma mère ne pouvait pas comprendre une vie qui n'était pas consacrée à gravir une échelle sociale. Je n'avais pas parlé à Chlo depuis au moins 5 ans. Nous n'étions pas amis sur les réseaux sociaux. Nos vies avaient simplement dérivé dans des directions entièrement différentes. Mais en pensant à elle, je me suis souvenu d'une gentillesse en elle qui était totalement absente dans ma propre maison. Elle était authentique. Ce que vous voyiez était ce que vous obteniez. Une âme douce qui se souciait plus du bien-être d'un hamster que de l'étiquette sur son sac à main. Mon test semblait incomplet. J'avais confirmé le pire à propos de ma mère et de mon frère, mais qu'en était-il du reste de ma famille? Cette nature froide et transactionnelle était-elle un défaut de notre lignée immédiate? Ou était-ce une pourriture plus profonde? Sur un coup de tête, poussé par un besoin désespéré de trouver une seule goutte de sincérité dans ma vie, j'ai cherché le numéro de la maison de tante Carole. J'ai ressenti une pointe de culpabilité en composant. J'étais sur le point de mentir à quelqu'un qui ne m'avait jamais fait de mal. Mais l'expérience avait maintenant son propre élan. Chloé a répondu au téléphone, sa voix douce et un peu hésitante. « Allô, Chloé. C'est ta cousine. » Il y a eu un moment de silence surpris. « Waouh, ça fait une éternité. Comment vas-tu ? » En fait, j'ai commencé, le mensonge me pesant cette fois. Je ne vais pas très bien. J'ai répété mon histoire, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche.
Je lui ai parlé de la bibliothèque, des coupes budgétaires, de l'expulsion imminente. Je me suis préparé à un autre rejet. Peut-être un plus doux, mais un rejet néanmoins. Au lieu de ça, elle a écouté. Elle n'a pas interrompu. Je pouvais entendre l'inquiétude sincère dans le silence à l'autre bout du fil. Quand j'ai fini, ses premiers mots ont été « Oh, c'est terrible. Ça va? Tu as à manger ?» La question était si simple, si pratique, si humaine, qu'elle m'a complètement désarmé. Je me débrouille, ai-je balbutié. Où vas-tu aller? Demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Tu ne peux pas être à la rue. Je ne sais pas, ai-je dit. Et pour la première fois, le faux désespoir dans ma voix était teinté d'une véritable émotion. Écoute, dit-elle, une nouvelle détermination dans son ton. Ne panique pas. Je viens d'être payé. Ce n'est pas beaucoup, mais je peux aider, et tu peux toujours venir rester ici. Nous avons une chambre d'amis. Elle est petite, mais elle est chaude, et tu serais en sécurité. J'étais si stupéfaite que je ne pouvais pas parler. Elle me connaissait à peine. Nous étions pratiquement des étrangers, liés uniquement par un ensemble de grands-parents communs. Pourtant, elle m'offrait tout ce qu'elle avait. Sa maison, son argent, sa compassion, sans un instant d'hésitation. Je ne veux pas être un fardeau, ai-je finalement réussi à dire. Ce n'est pas un fardeau, dit-elle fermement. C'est la famille. Ce seul mot, famille, m'a frappé avec la force d'un coup physique. Ma mère et mon frère étaient ma famille par le sang. Mais Chloé, une femme que je n'avais pas vue depuis des années, était la seule à sembler comprendre ce que le mot était censé signifier. Le contraste entre son offre immédiate et désintéressée et le rire méprisant de mon frère était un abîme qui ne pourrait jamais être franchi. Cela a tout clarifié. Les antagonistes de ma vie n'étaient pas seulement ma mère et mon frère. C'était tout le système de valeurs qu'ils représentaient. Un système qui prisait l'image avant l'intégrité et la richesse avant la valeur. L'appel téléphonique avec Chloé a été un moment décisif. Les derniers vestiges de mon chagrin face à la trahison de ma mère et de mon frère se sont évaporés, remplacés par une clarté froide et cristalline. Mon expérience était terminée. Elle avait donné un résultat dévastateur et un résultat miraculeux. La douleur du rejet a été éclipsée par la profonde gratitude que je ressentais pour la gentillesse simple et sans hésitation de Chloé. C'était une encre dans la tempête de mes émotions. Et cela m'a donné un nouveau sens du but. Cet argent, cette fortune absurde et bouleversante, n'était plus un fardeau. C'était un outil. C'était un moyen pour une fin. Et je venais de découvrir la fin parfaite. Je suis passé de victime passive à architecte active. Mon petit appartement tranquille est devenu un centre de commandement. J'ai passé des heures au téléphone avec Samuel Peterson et son équipe. Au début, il se concentrait sur les procédures standards de gestion de patrimoine, la diversification des portefeuilles, la minimisation des obligations fiscales, l'établissement de fiducie. J'ai écouté patiemment, mais mon esprit était ailleurs. M. Peterson, ai-je dit lors d'un de nos appels, interrompant son explication sur les obligations municipales. J'apprécie tout cela, mais j'ai un projet plus immédiat en tête. Je veux créer une fondation caritative. Il y eut une pause. Une fondation? Bien sûr, mademoiselle Vance. C'est un objectif merveilleux à long terme. Nous pouvons certainement commencer ce processus. Non, ai-je interjeté, ma voix plus ferme que je ne l'avais jamais entendue. Pas à long terme, à court terme. Immédiatement. Je pouvais presque l'entendre se redresser dans son fauteuil en cuir à 3 états de là. Je vois. Que aviez-vous en tête? Je veux créer un sanctuaire pour animaux à but non lucratif, ai-je expliqué. Une installation de pointe, un terrain, une construction, du personnel vétérinaire, des dotations pour des soins perpétuels, tout. C'est un projet très ambitieux, mademoiselle Vance, dit-il, son sang-froid professionnel montrant une fissure de surprise. Cela nécessiterait un investissement initial important. J'en suis consciente, ai-je dit calmement. Commençons par un financement initial de, disons, 50 millions de dollars et voyons où cela nous mène. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. J'avais toute son attention. 50 millions, répéta-t-il lentement. Très bien. Mon équipe s'en occupera immédiatement. Nous devrons demander le statut d'organisme à but non lucratif, effectuer une recherche de terrain, constituer un conseil d'administration.
Le conseil sera composé d'une seule personne pour l'instant, ai-je dit. Moi et la directrice du sanctuaire est déjà choisie. Elle s'appelle Chloé, ma cousine. Mon plan a commencé à prendre forme à une vitesse à la fois exaltante et terrifiante. Le principal levier que je détenais n'était pas seulement l'argent, mais l'anonymat que l'argent offrait. Hélène et Marc m'avaient mise de côté parce qu'ils pensaient que je n'avais rien. Ils opéraient sous l'hypothèse que j'étais impuissante. C'était mon plus grand avantage. Pendant qu'ils menaient leur vie égocentrique, je déplaçais tranquillement des montagnes. Mon enquête est devenue un tourbillon d'activités. Le cabinet d'avocats m'a mis en contact avec des consultants spécialisés dans la gestion d'organisations à but non lucratif et le bien-être animal. J'ai passé mes journées en appel vidéo, apprenant la conception d'habitat durable, la logistique de la médecine vétérinaire et les subtilités juridiques des dotations caritatives. Moi, Vance, la bibliothécaire du Community College qui, il y a quelques semaines à peine, aidait les étudiants à trouver des sources pour leurs travaux de session, discutait maintenant des plans architecturaux d'une clinique de réhabilitation de la faune. L'ironie ne m'a pas échappé. Toutes ces années passées à organiser des informations, à rechercher des sujets obscurs et à gérer des systèmes complexes à la bibliothèque m'avaient préparé à cela de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La partie la plus cruciale de l'enquête était de trouver l'emplacement parfait. Je le voulais près de la ville rurale de Chloé, un endroit où la terre était abondante et la communauté soudée. Les consultants ont trouvé un terrain à couper le souffle, plus de 200 acres de collines, de forêts matures et d'un lac alimenté par une source naturelle. C'était autrefois une ferme familiale tombée en désuétude. C'était parfait. J'ai demandé à Monsieur Peterson d'acheter le terrain par l'intermédiaire d'une société écran pour que mon nom ne figure pas sur les titres de propriété initiaux. Le plan était de tout structurer légalement et d'être prêt avant de révéler le moindre détail à qui que ce soit. Une semaine après mon appel initial à Chloé, elle m'a rappelé, la voix affolée. Je n'ai pas eu de tes nouvelles. Ça va? J'étais sur le point de descendre. Je vais bien, Chloé. Je suis vraiment désolé, ai-je dit, une vague de culpabilité m'envahissant pour lui avoir causé un tel stress. Les choses ont été compliquées, mais je pense que j'ai un plan pour me remettre sur pied. Qu'est-ce que c'est? As-tu besoin que je vienne? Non, pas encore. Mais merci. Sérieusement, Chloé, ton offre, elle a signifié plus pour moi que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Bien sûr, dit-elle, comme si sa gentillesse était la chose la plus naturelle au monde. Promets-moi juste de me le faire savoir si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. Son soutien indéfectible était le carburant qui me faisait avancer. Pendant qu'elle s'inquiétait de savoir si j'avais assez à manger, je signais des papiers qui transféraient des millions de dollars pour lui assurer un avenir dont elle ne pouvait même pas rêver. C'était le piège astucieux. Bien que ce ne soit pas un piège pour elle, c'était un filet de sécurité et d'opportunité que je tissais en secret. Le vrai piège était pour ma mère et mon frère. Leur arrogance et leur manque d'empathie les avaient conduits à croire que j'étais insignifiante. Ils m'avaient fermé la porte, n'imaginant jamais que j'étais celle qui détenait la clé d'un royaume. Ils étaient si aveuglés par leurs propres ambitions superficielles qu'ils ne pouvaient pas voir la vérité. Et quand le moment serait venu, je n'ouvrirais pas seulement la porte, je la retirerais de ses gonds. Le jour où Chloé devait arriver était couvert et gris, un parfait reflet du tumulte en moi. J'avais passé la matinée à ranger mon petit appartement, une énergie nerveuse me propulsant d'une tâche insignifiante à l'autre. J'allais me retrouver face à la seule personne qui m'avait montré une véritable gentillesse, et mon estomac était un nœud de gratitude et de culpabilité à cause du secret que je gardais encore. Ce n'était pas la confrontation explosive que je prévoyais pour ma mère et mon frère. C'était une confrontation avec ma propre conscience. Quand sa vieille berline légèrement cabossée est entrée dans le parking, j'ai regardé depuis ma fenêtre. Chloé est sortie, ses mouvements efficaces et déterminés. Elle ne portait pas de sac à main. Au lieu de ça, elle se débattait avec 2 grands sacs d'épicerie en papier. Ma gorge s'est serrée. Elle avait conduit 3 heures, probablement après un long quart de travail à la clinique vétérinaire, pour apporter des provisions à une cousine qu'elle connaissait à peine. Je l'ai rencontrée à la porte, et pendant un instant, nous sommes restés là dans un silence gêné. Elle était plus petite que dans mes souvenirs, avec un visage gentil et ouvert et des yeux fatigués qui parvenaient encore à pétiller de chaleur. « Salut », a-t-elle dit avec un petit sourire timide. « Salut », ai-je répondu, la voix pleine d'émotion. Je lui ai pris un des sacs. Il était lourd, rempli de produits de base, de pâtes, de soupe en conserve,
de pain, de beurre de cacahuètes. L'autre sac contenait des fruits et des légumes frais. C'était une collection de nourriture attentionnée et pratique, choisie pour durer. C'était de la nourriture. Je ne savais pas ce que tu aimais, dit-elle en entrant, regardant mon petit salon. Alors, j'ai juste pris un peu de tout. Et tiens, elle fouilla dans sa poche et sortit une enveloppe froissée. Ce n'est pas grand-chose, juste $100, mais j'espère que ça aidera. J'ai pris l'enveloppe, le papier chaud de sa poche, $100. Pour ma mère, c'était une erreur d'arrondi sur son relevé de carte de crédit. Pour mon frère, c'était une fraction d'une commission. Mais pour Chloé, une technicienne vétérinaire vivant dans une ville rurale, c'était un sacrifice important, et elle me le donnait sans une seconde pensée. À ce moment-là, tout l'artifice de mon plan me sembla mesquin et cruel. Je ne pouvais pas la laisser croire que j'étais sans le sou un instant de plus, pas en tenant son argent durement gagné. « Chloé, attends, dis-je, la voix tremblante. J'ai posé les sacs et l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Nous devons parler. S'il te plaît, assieds-toi. Elle me regarda, son expression passant de l'inquiétude à la confusion. Nous nous sommes assises sur mon canapé usé, le silence s'étirant entre nous. L'histoire que je t'ai racontée au téléphone, ai-je commencé, peinant à trouver les mots justes, à propos de la perte de mon emploi et de mon expulsion. Ce n'était pas vrai. Elle fronça les sourcils. Pas vrai? Que veux-tu dire? Tu as d'autres problèmes? Non. Enfin, oui, mais pas du genre que tu penses. J'ai pris une profonde inspiration, le secret que j'avais gardé si jalousement me semblant maintenant un poids de plomb dans ma poitrine. Chloé, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'impossible. Il y a quelques semaines, j'ai appris que mon grand-oncle, Arthur Vance, était décédé. Il m'a laissé toute sa succession. Elle me fixa, perplexe. Le nom ne lui disait rien. Je sais que nous le connaissions à peine, ai-je continué, mes mots se déversant en un flot. Moi non plus, mais il était très riche. Incroyablement riche. Elle me regardait toujours, essayant de comprendre. Riche, comme s'il avait une belle maison. J'ai secoué la tête, un rire sans joie s'échappant de mes lèvres. Non, comme 157 millions de dollars de richesse. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit légèrement. Elle regarda de moi au sac de course sur le comptoir, puis à l'enveloppe froissée dans ma main. Les pièces s'emboîtaient, et l'expression de son visage était celle d'une totale stupéfaction. « Alors pourquoi m'as-tu appelé » demanda-t-elle, sa voix un murmure doux. « Pourquoi m'as-tu dit que tu étais fauché ?» C'était le moment de vérité. C'était la révélation qui comptait. Parce que je devais savoir, ai-je dit, ma voix rauque d'émotion. Quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée a été pour ma mère et Marc. Je savais comment ils réagiraient. Je savais que tout tournerait autour de l'argent. J'avais besoin de savoir s'il y avait quelqu'un dans ma vie, dans ma famille, dont l'affection pour moi n'était pas liée à ce que je pouvais leur donner. Alors, j'ai fait une chose terrible. J'ai menti. Je les ai appelés et je t'ai appelé avec la même histoire. Je n'avais pas besoin de lui dire comment ils avaient réagi. Le fait qu'elle soit assise ici, à 3 heures de chez elle, avec une voiture pleine de provisions, en était la preuve suffisante. Son expression s'adoucit, la confusion remplacée par une compréhension naissante. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air triste. Triste pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit, demanda-t-elle doucement. Ma mère m'a dit qu'elle était trop occupée avec un gars-là pour m'aider. Ai-je dit, ma voix plate et dénuée de la douleur qui y était autrefois. Mon frère s'est moqué de moi et m'a dit de trouver un travail. Chloé a tendu la main et a posé sa main sur mon bras. Son contact était doux et stable. Oh, je suis vraiment désolé. Il n'y a pas eu de, je te l'avais bien dit. Pas de jugement pour ma tromperie, juste une empathie pure et sans mélange. Tu n'as rien à te reprocher, ai-je dit en la regardant, mes yeux se remplissant de larmes. Tu as été la seule personne à me montrer ce que la famille est censée signifier. Ce que tu viens de faire, apporter cette nourriture, cet argent, m'offrir ta maison. Cet acte de gentillesse vaut plus pour moi que tous les millions dans une banque. À ce moment-là, la dynamique du pouvoir dans mon propre esprit a changé de façon permanente. L'argent n'était plus le personnage principal de l'histoire. C'était un acteur de soutien. Le rôle principal appartenait à la femme calme et modeste assise à côté de moi.
La confrontation ne consistait pas à démasquer des méchants. Il s'agissait de reconnaître un héros. J'ai repoussé l'enveloppe dans sa main. Je ne peux pas accepter ça, mais je veux que tu saches que je ne l'oublierai jamais. Mon plan n'était pas entièrement révélé. Pas encore. Je ne lui ai pas parlé du sanctuaire ni du terrain que j'avais déjà acheté. Ça viendrait plus tard. Pour l'instant, c'était suffisant. J'avais révélé la vérité de ma situation et, ce faisant, j'avais solidifié l'alliance la plus importante de ma vie. Elle avait passé un test qu'elle ne savait même pas qu'elle passait et, ce faisant, elle avait fondamentalement changé le cours de mon avenir et du sien. Dans les semaines qui ont suivi la visite de Chloé, je me suis lancé dans le projet avec une concentration singulière. La tempête émotionnelle initiale était passée, laissant derrière elle un sentiment de but calme et inébranlable. Mon appartement, autrefois un simple refuge, était maintenant constamment jonché de plans, de documents juridiques et de rapports d'analyse de sol. Je montais un dossier, non pas un dossier juridique contre ma mère et mon frère, mais un dossier moral. Chaque document que je signais, chaque décision que je prenais, était une autre brique dans la fondation d'une nouvelle réalité, une réalité qui se dresserait en contraste frappant et irréfutable avec le monde superficiel qui l'habitait. Les enjeux ont augmenté, non pas par des confrontations dramatiques, mais par le progrès silencieux et inexorable de mes plans. La société écran, nommée Silver Dollar Holdings, en clin d'œil au seul souvenir que j'avais de l'oncle Arthur, a officiellement conclu l'achat du terrain de 200 acres. Le cabinet d'architectes que j'avais engagé m'a envoyé la première ébauche du plan du site pour le sanctuaire animalier de Vence. C'était plus que ce que j'aurais pu imaginer. Une clinique vétérinaire moderne, des habitats naturalistes spacieux pour la faune secourue, des ailes de quarantaine pour les animaux malades, et même un petit centre d'accueil pour l'éducation de la communauté. C'était un lieu de guérison, de compassion, de seconde chance. Pendant que je construisais ce rêve, ma vieille vie essayait sans cesse de s'immiscer. Ma mère m'a appelé une semaine après son premier rejet. Son ton est passé de l'impatience à la condescendance. Ma chérie, j'ai réfléchi à ta situation, a-t-elle commencé comme si elle accordait une grande faveur. J'ai parlé à une de mes amies qui dirige un grand magasin. Il pourrait avoir un poste dans l'emballage de cadeaux pour les fêtes. Ce n'est pas glamour, mais à ton âge, on ne peut pas être trop difficile. J'ai tenu le téléphone, regardant les plans architecturaux étalés sur ma table basse. Une installation de plusieurs millions de dollars conçue pour sauver des vies. Et ma mère m'offrait un emploi saisonnier pour emballer des cadeaux. Le décalage était si profond qu'il en était presque comique. Merci, maman, ai-je dit, ma voix soigneusement neutre. Je garderai ça à l'esprit. Tu devrais, a-t-elle dit avec suffisance. C'est important d'avoir un but, même un petit. Marc a appelé aussi, non pas avec une offre d'aide, mais avec une demande. Et, j'ai besoin d'un service, a-t-il dit, en sautant les politesses. Mon pote déménage ce week-end et il m'a planté. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à monter ma nouvelle télé de 80 pouces sur le mur. Tu n'es pas occupé, n'est-ce pas? Il me demandait, à moi, sa sœur soi-disant sans emploi et sans le sou, d'effectuer un travail manuel pour lui. L'égoïsme pur et simple était stupéfiant. Il n'était pas seulement inutile. Il essayait activement d'utiliser ma vulnérabilité perçue pour sa propre convenance. Désolé, Marc. Je ne peux pas, ai-je dit. J'ai des projets. Des projets? Il a ricané. Quel projet? La recherche d'emploi? Ne te fatigue pas. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Ces appels étaient comme de petites répliques persistantes, me rappelant le terrain brisé que je laissais derrière moi. Ils ont renforcé ma résolution. Ils pensaient que mon monde s'était réduit à la taille d'une allocation de chômage. Ils n'avaient aucune idée que j'étais en train d'en construire un entièrement nouveau. Ma relation avec Chloé, pendant ce temps, s'épanouissait. Nous nous parlions au téléphone presque tous les jours. Je l'ai tenu dans l'ignorance de l'ampleur du projet, le présentant comme si je travaillais avec un groupe à but non lucratif qui cherchait à créer un sanctuaire dans sa région. Je lui ai dit qu'ils avaient besoin d'un consultant ayant une expertise locale en matière de soins aux animaux. Ils veulent m'engager, avait-elle demandé, la voix pleine d'incrédulité. En tant que consultante, je ne suis qu'une technicienne vétérinaire. Tu es plus que ça, Chloé, lui ai-je dit honnêtement. Tu as des années d'expérience pratique. Tu sais ce dont ces animaux ont besoin. Ton avis est inestimable. Je l'ai fait venir pour une réunion de consultation,
qui était en réalité une réunion avec les architectes de leur cabinet en ville. Nous avons passé une journée entière à examiner les plans. Voir l'expression de son visage alors qu'elle parcourait les plans a été l'une des joies les plus pures de ma vie. Elle était brillante, soulignant des détails pratiques que les architectes avaient manqués, la nécessité d'un meilleur drainage dans les chenils de quarantaine, l'importance de l'exposition au sud pour les enclos de réhabilitation des oiseaux, les matériaux de revêtement de sol les plus durables et faciles à désinfecter pour la clinique. Elle ne se contentait pas de consulter, elle co-concevant son propre rêve, et elle ne le savait même pas. La preuve irréfutable que je construisais n'était pas un document exposant leur cruauté. C'était le dossier croissant de documents juridiques qui créerait un bien inattaquable dans le monde. La dernière pièce s'est mise en place lorsque le bureau de M. Peterson a envoyé les documents de constitution de la société pour le Vance Animal Sanctuary. J'étais inscrite comme seule fondatrice et présidente du conseil d'administration. Inscrite comme directrice exécutive avec un salaire généreux et un contrôle opérationnel total était Chloé. Je me suis assise à ma petite table de cuisine, la même table où j'avais mangé d'innombrables repas solitaires, et j'ai signé les papiers qui changeraient irrévocablement toutes nos vies. Ma mère et mon frère se battaient toujours pour leur statut dans leur petite mare. Ma mère était obsédée par son gala et Marc par ses objectifs de vente. Il se battait pour des miettes à une table qu'il pensait être la seule en ville. Ils n'avaient aucune idée que je venais de construire une salle de banquet au nom de Chloé, et les invitations pour eux avaient été définitivement perdues par la poste. L'affaire était montée. Les preuves étaient irréfutables. Il ne restait plus que le jugement final. Le décor de l'acte final devait être parfait. Ce ne pouvait pas être mon appartement exigu ou un bureau d'avocat stérile. Il devait s'agir d'un lieu qui inspirerait ma mère et mon frère, un symbole du monde auquel ils voulaient si désespérément appartenir. J'ai choisi Auralia, le restaurant le plus exclusif de la ville, un endroit où les réservations se faisaient des mois à l'avance et où le menu dégustation coûtait plus que mon ancien salaire hebdomadaire. Je leur ai dit que je voulais organiser un dîner de famille pour discuter de mon avenir. Leur curiosité, piquée par le lieu somptueux, garantissait leur présence. J'ai dit à Chloé que j'avais de merveilleuses nouvelles concernant le projet de sanctuaire et que je voulais fêter ça avec elle. Elle était l'invitée d'honneur. Elle ne le savait juste pas encore. Je suis arrivé la première, prenant un moment pour me ressaisir. J'avais choisi ma tenue avec soin. Une simple et élégante robe bleu marine. Elle n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais elle parlait d'une confiance tranquille que je n'avais jamais possédée auparavant. Je ne ressemblais pas à une héritière, mais à une femme à l'aise dans sa peau. Marc est arrivé ensuite, regardant la salle à manger opulente avec un air de propriétaire, comme s'il y appartenait. « Waouh !» a-t-il dit, un sourire narquois aux lèvres. « Tu as gagné à la loterie ou quelque chose comme ça, ou est-ce que ce dîner va sur une carte de crédit que tu ne peux pas rembourser ?»« Quelque chose comme ça », ai-je répondu calmement, lui faisant signe de s'asseoir. Ma mère, Hélène, est entrée quelques minutes plus tard, tirée à 4 épingles et rayonnant de désapprobation. « Ara, de quoi s'agit-il » demanda-t-elle, ses yeux balayant les autres convives. « Cet endroit est charmant, mais tu ne peux sûrement pas te le permettre. J'espère que tu ne fais pas un spectacle en t'attendant à ce que ton frère ou moi payions l'addition. Tout est pris en charge, maman, ai-je dit doucement. Juste à ce moment-là, Chloé est arrivée, l'air nerveuse et déplacée dans son simple chemisier et son pantalon. Elle a vu ma mère et mon frère, et ses yeux se sont écarquillés de confusion. Et là, que se passe-t-il ? Chloé, je suis si contente que tu aies pu venir, ai-je dit chaleureusement, me levant pour la prendre dans mes bras. S'il te plaît, assieds-toi. Hélène et Marc ont échangé un regard de pur dédain. La présence de leur cousine de la campagne dans un établissement aussi raffiné était clairement une source d'embarras pour eux. Une fois que nous avons tous commandé, un silence inconfortable s'est installé à table. Marc a essayé de le combler en se vantant d'une vente récente tandis qu'Hélène critiquait le choix de bijoux d'une convive voisine. Chloé et moi sommes restés silencieuses. Finalement, lorsque les entrées sont arrivées, je me suis éclairci la gorge. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé, ma voix stable et claire. Je vous ai dit que je voulais discuter de mon avenir, et c'est ce que nous allons faire. Mais d'abord, je dois revenir sur le passé récent. J'ai regardé directement ma mère. Maman, il y a quelques semaines, je t'ai appelé. Je t'ai dit que j'avais perdu mon travail et que j'étais sur le point d'être expulsé. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit ? Hélène s'est agitée mal à l'aise sur son siège. Eh bien, j'étais très occupé, le gala.
Tu m'as dit que tu étais trop occupé avec des centres de table pour aider ta fille qui pensait qu'elle allait devenir sans-abri. J'ai déclaré, ma voix dénuée d'accusation, énonçant simplement un fait. Puis je me suis tourné vers mon frère. Marc, je t'ai appelé avec la même histoire. Te souviens-tu de ta réponse? Il a haussé les épaules, un ton défensif dans sa voix. Je t'ai dit de trouver un travail. C'est un bon conseil. Tu t'es moqué de moi, ai-je dit, mon regard inébranlable. Tu as ri, et une semaine plus tard, tu m'as appelé pour me demander de t'aider à monter ta nouvelle télévision. Une rougeur a envahi le cou de Marc. Alors, où veux-tu en venir? Mon point, ai-je dit en tournant mon attention vers ma cousine, et que j'ai passé un autre appel ce jour-là. J'ai appelé Chloé. Je lui ai raconté la même histoire. Chloé, pourrais-tu leur dire ce que tu as fait? Chloé a baissé les yeux sur son assiette, embarrassée d'être le centre de l'attention. Je t'ai juste apporté des provisions, a-t-elle marmonné. Et je t'ai offert un endroit où rester. C'est ce que fait la famille. Les mots sont restés suspendus dans l'air, une accusation silencieuse. Oui, ai-je dit doucement. C'est vrai. J'ai laissé le silence s'installer un instant de plus avant de livrer la révélation finale. L'histoire que je vous ai racontée était un mensonge, ai-je annoncé. Je n'ai pas perdu mon travail. J'ai démissionné parce que je n'en ai plus besoin. Vous voyez, notre grand-oncle, Arthur Vance, est décédé. Il m'a laissé toute sa succession. Elle est évaluée à plus de 150 millions de dollars. Les réactions ont été instantanées et exactement comme je l'avais prédit. La mâchoire de Marc est tombée. Le visage d'Hélène est devenu pâle, son rouge à lèvres parfaitement appliqué semblant soudainement criard. La cupidité, le choc et une réalisation naissante et horrifiée ont envahi leurs traits. 150, balbutia Hélène, incapable de terminer sa phrase. Tu mens, lâcha Marc. Tu inventes ça. Vraiment, demandai-je en sortant un seul document de mon sac à main. C'était le certificat de constitution du Vance Animal Sanctuary. Je l'ai glissé sur la table. C'est réel, et cela m'amène à la vraie raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. J'ai regardé Chloé, dont le visage était un masque de confusion totale. Chloé, le mensonge que je t'ai dit était impardonnable, mais il a révélé une vérité qui a tout changé. Ta gentillesse, ton désintéressement, m'ont montré quoi faire de cette fortune impossible. J'ai passé les dernières semaines à utiliser une partie de l'argent de l'oncle Arthur pour créer une fondation. J'ai acheté 200 acres de terrain près de ta ville. J'ai engagé des architectes et des consultants. Nous construisons un sanctuaire animalier de classe mondiale. J'ai fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Il s'appelle le Vance Animal Sanctuary, ai-je dit, ma voix se brisant d'émotion pour la première fois. Et Chloé, je te l'offre. La fondation le financera à perpétuité. Tu en seras la directrice exécutive. Tu le dirigeras, le construiras et en feras le tien. C'est ton rêve. Tu l'as mérité. Chloé me fixa, des larmes coulant sur son visage, sans voix. Hélène retrouva enfin sa voix. Tu le lui donnes. Elle a crié toute sa pudeur tenue. Mais nous étions ta famille, ta mère, ton frère? Je tournai mon regard vers elle, mon expression calme et définitive. Non, vous êtes mes parents. Ce soir a rendu très clair qui est ma famille. Marc se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. C'est une blague. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait? Demandai-je, ma voix s'élevant pour la première fois. Vous avez pris, vous avez rejeté, vous vous êtes moqué. La seule fois de ma vie où j'ai fait semblant d'avoir besoin de vous, vous m'avez montré vos vrais visages, et ce que vous voyez devant vous ce soir en est la conséquence. Le cadre public a contenu leur rage, mais leur visage était déformé par la fureur et le regret. Ils voyaient l'argent, la vie qu'ils auraient pu avoir, leur filer entre les doigts. Dans leur moment de prise de conscience, ils n'étaient pas tristes de m'avoir perdu. Ils étaient furieux d'avoir perdu mon portefeuille. Et c'était la confirmation tragique finale de tout ce que j'avais découvert. Ils étaient en faillite de toutes les manières qui comptaient vraiment. Le dîner s'est terminé non pas par un éclat, mais par une rupture silencieuse et décisive. Hélène et Marc ont quitté le restaurant dans un état de rage stupéfaite et bredouillante. Ils n'ont pas dit au revoir. Il n'y a pas eu de supplication pour le pardon, seulement des accusations marmonnées de trahison alors qu'ils s'éloignaient,
laissant Chloé et moi seuls à table dans la salle à manger soudainement paisible. Chloé essayait encore de comprendre le changement monumental qui venait de se produire dans sa vie. Elle regarda les documents de constitution, puis de nouveau vers moi, les yeux écarquillés d'un mélange d'incrédulité et de joie naissante. « Est-ce que c'est réel ?» murmura-t-elle. « Un sanctuaire entier. »« C'est réel », ai-je confirmé, tendant la main sur la table pour prendre la sienne. « Le terrain est acheté. Les architectes attendent votre approbation finale pour la conception de la clinique. Le budget de fonctionnement initial est déjà dans une fiducie. C'est tout à vous. » Des larmes ont de nouveau coulé dans ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude immense. Je ne sais pas quoi dire. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Parce que tu étais prête à me donner un sac de provisions quand tu pensais que je n'avais rien, ai-je dit simplement. Tu m'as montré ce que signifie être riche d'esprit. Ça, ai-je dit en faisant un geste vague vers notre environnement opulent, ce n'est que de l'argent. Ce que tu as, ce que tu es, c'est la vraie richesse. Je ne te donne rien, Chloé. J'investis dans quelque chose de pur et de bon. J'investis en toi. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie a été nettoyée de ma mère et de mon frère. Ils ont essayé, bien sûr. Il y a eu un barrage d'appels téléphoniques, de messages vocaux oscillant entre des excuses larmoyantes et des exigences furieuses. Hélène a laissé des messages affirmant qu'elle avait toujours été fière de ma nature calme et que son rejet n'était qu'un malentendu. Marc a envoyé des textos allant de « Nous devons parler » à « Tu nous dois ça ». J'ai demandé au bureau de Monsieur Peterson de gérer toutes les communications. Une lettre juridique officielle a été envoyée à chacun d'eux, poliment et irrévocablement, indiquant que je ne leur fournirais aucun soutien financier et que je ne souhaitais plus avoir de contact avec eux. J'ai bloqué leur numéro. J'ai bloqué leur profil sur les réseaux sociaux. C'était une amputation numérique. Et avec elle est venu un profond sentiment de paix. Leur chute n'a pas été la ruine financière ou l'exil social au sens traditionnel du terme. C'était bien plus personnel. C'était la réalité crue et silencieuse de leur propre fabrication. On leur avait donné le choix entre l'amour et la commodité, et ils avaient mal choisi. Maintenant, ils devaient vivre dans le silence qu'ils avaient créé. Ma vie s'est entremêlée avec celle de Chloé. J'ai quitté mon petit appartement et j'ai loué une maison dans sa ville pour être plus proche du projet de sanctuaire. Nous passions nos journées à nous promener sur la magnifique et vaste propriété, à parler avec les entrepreneurs et à planifier l'avenir. Voir Chloé s'épanouir avec un but était ma plus grande récompense. La cousine calme et hésitante dont je me souvenais avait disparu, remplacée par une leader confiante et décisive. Elle a mis tout son cœur et toute son âme dans le projet, son expertise brillant dans chaque décision. Nous avons commencé les travaux du Vance Animal Sanctuary au printemps. C'était une petite cérémonie à laquelle ont assisté l'équipe de construction, l'équipe d'architectes, Monsieur Peterson et quelques amis de Chloé de la communauté. Alors que Chloé mettait la première pelle de cérémonie dans la terre, son visage rayonnant de joie, j'ai ressenti un sentiment de justesse qui s'est installé au plus profond de mes os. Oncle Arthur, l'homme reclus que je connaissais à peine, m'avait donné plus que de l'argent. Il m'avait donné une chance de recommencer, de définir la famille selon mes propres termes. Ma réconciliation n'était pas avec les gens qui m'avaient blessé. C'était avec moi-même. J'ai guéri la partie de moi qui avait toujours désiré leur approbation. Réalisant que je n'en avais jamais eu besoin, le sanctuaire est devenu un phare d'espoir dans la communauté, un témoignage de ce qui pouvait être construit non pas par l'ambition ou la cupidité, mais par un seul acte de gentillesse désintéressée. Debout avec Chloé sur une colline surplombant la structure naissante de la clinique, j'ai enfin compris que les 157 millions de dollars n'étaient que du papier. Le véritable héritage était la clarté de voir qui comptait vraiment.